Salut à tous, nous sommes à nouveau ensemble pour ce numéro d'Autotechno. On va encore parler bien sûr de voitures connectées autonomes, de technologie verte et de mobilité. Et le débat du jour sera centré sur les startups, car les jeunes pousses sont à l'honneur ici au mondial. Et on va voir de quelle façon elles peuvent se faire une place au sein de l'écosystème que sont en train de créer les constructeurs et les équipementiers. Autotechno, c'est parti pour 50 minutes d'innovation. Comme chaque jour, la revue de presse techno avec Cindy Lavrue du CCFA. Bonjour Cindy. Bonjour. Alors, qu'as-tu repéré pour nous dans la presse du jour? Alors, trois sujets. Tout d'abord, on a une étude d'Indeed sur les emplois dans la nouvelle mobilité. Ensuite, on a Google qui a annoncé que sa voiture autonome avait parcouru plus de 2 millions de miles. 3 Ça millions fait de encore kilomètres. plus de kilomètres. Voilà. Et enfin, on a l'Allemagne qui se dote d'une commission d'éthique sur les voitures autonomes. Alors, on commence par ces offres d'emploi dans les nouvelles mobilités. Voilà, donc c'est le portail de recherche d'emploi Indeed qui a réalisé une étude sur les offres et les demandes d'emploi dans le domaine de l'électromobilité, des voitures autonomes et des nouveaux services de mobilité comme l'autopartage par exemple. Et donc cette étude montre que les entreprises allemandes recherchent plutôt des ingénieurs, des développeurs, des informaticiens, alors que d'autres entreprises d'autres pays, des entreprises de l'automobile, cherchent plutôt des métiers encore traditionnels, vendeurs, techniciens, etc. Et aussi, dans le domaine de la voiture autonome, les demandeurs d'emploi recherchent particulièrement des postes chez Bosch, Daimler et BMW. On leur transmet des nouvelles de Google et de sa voiture autonome, la Google Car. Voilà, donc Alphabet, c'est la division dédiée à la voiture autonome de Google, a annoncé qu'ils avaient déjà parcouru plus de 2 millions de miles, donc ça fait 3,2 millions de kilomètres, avec ces voitures autonomes, donc la Google Car, et sur route ouverte, autoroute et autres. Et donc, il ne s'arrête pas là, puisqu'il a annoncé qu'il prévoyait encore 25 miles de tests par semaine, ce qui fait encore les beaux jours. Alors, l'Allemagne se préoccupe d'éthique par rapport aux véhicules autonomes, justement, et ça fait suite à un accident avec Tesla. Exactement, donc l'accident avec Tesla, depuis, on a su que le mode autopilotage de Tesla n'était pas mis en cause, mais ça n'empêche, le ministre allemand des Transports, Alexander Dobrindt, a décidé de créer une commission d'éthique sur la voiture autonome, notamment pour déterminer les responsabilités lors d'un accident avec une voiture autonome, mais aussi pour déterminer la réaction de la voiture lorsqu'un accident est inévitable, et préférer des dommages matériels à une victime potentielle. Merci Cindy, à demain. À Merci. suivre l'évolution de la radio qui devient de plus en plus un téléphone. La question du jour, va-t-on remplacer un jour l'autoradio? Les plus anciens se souviennent de la disparition de la cassette. Sur des véhicules récents, c'est le CD qui a disparu. Alors, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Élément de réponse avec Tidiane Traoré chez Pionir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge du marketing chez Pionir France. Alors, est-ce qu'on est en train de vivre la fin de l'autoradio, en tout cas telle qu'on l'a connue? Bien, je dirais que nous, pour Pionnier, on est plutôt dans une phase d'adaptation. Comme vous l'avez dit, on est passé de la cassette au CD, puis au CD MP3, à la clé USB, puis au baladeur MP3, et puis on continue à progresser et à utiliser de nouvelles sources à utiliser dans la voiture. Et la dernière d'entre elles, qui est naturellement le smartphone, qui est un outil sur lequel Pionnier travaille depuis déjà quelques années. Avec l'intégration, par exemple, de CarPlay pour Apple, Tout à fait. l'équivalent chez Google. Exactement, donc CarPlay pour les smartphones d'Apple et Android Auto pour les smartphones Google. Donc c'est la volonté de l'évolution, Pionnier, quoi. tout à fait, c'est vraiment utiliser le smartphone que tout le monde a aujourd'hui dans sa poche pour pouvoir l'utiliser comme source d'information dans la voiture. Alors vous avez une innovation que vous présentez ici au Mondial, on va voir la vidéo, c'est en fait le smartphone qui devient une télécommande pour l'autoradio, contrôle à distance. Tout à fait. Aujourd'hui, la connectivité est le maître mot qui est utilisé partout et surtout ici au Mondial de l'automobile. Et nous, on pense aux personnes qui ont un véhicule et qui ne peuvent pas forcément s'acheter une voiture neuve. Voilà, parce que CarPlay, Android Auto, il faut acheter une voiture neuve pour l'avoir aujourd'hui. Tout à fait. Et heureusement, il y a des solutions, ce qu'on appelle la seconde monte. Exactement, grâce au marché de la seconde monte, qui représente quand même 1 million d'autoradios vendus chaque année, on propose aux conducteurs de faire évoluer leur installation d'origine
Et notamment grâce à aujourd'hui la solution de connectivité Pioneer Arc, donc pour Pioneer Arc, donc Advanced Remote Control. C'est ça, ouais, c'est de l'anglais. Donc, pardon, c'est vrai que l'acronyme est plus simple que le. Disons que Pioneer a plusieurs cordes à son arc. Dit comme ça, c'est. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est le maître mot chez Pioneer aujourd'hui pour les autoradios, c'est la connectivité, que ce soit donc avec CarPlay pour les smartphones iPhone, pour les solutions GPS et également Android Auto. Et pour l'autoradio un peu plus basique, donc on va retrouver sur toute la gamme 2017 la solution Pioneer Arc, donc qui va vous permettre de piloter votre autoradio à partir de votre smartphone, et ce que ce soit en filaire ou en Bluetooth. Alors est-ce que c'est pas un peu incompatible avec la conduite, parce que du coup on a des systèmes pour intégrer le smartphone avec du main libre, hein, donc justement pour éviter d'avoir à manipuler son téléphone. Est-ce que cette association entre smartphone et autoradio, finalement, vous risquez pas d'être un peu grondé par les autorités publiques? Tout l'enjeu pour nous, justement, c'est que les personnes puissent continuer à utiliser leur smartphone dans la voiture, mais de manière totalement légale. Et voilà, exactement. Nous avons exactement les mêmes enjeux que les constructeurs automobiles. Donc, d'où la mise en avant de ce type de technologie, telle que Pioneer Arc, pour vraiment que l'interface se fasse avec l'autoradio et non pas avec le smartphone. En tout cas, le vieil autoradio tel qu'on a pu le connaître, ça c'est fini finalement. Eh ben, je dirais qu'il continue d'évoluer. Voilà, je pense que dans 10 ans encore, on continuera à écouter de la musique. Il y aura de l'audio, de toute façon, il y aura de l'audio. Il y aura de l'audio. Ça ne sera peut-être pas autoradio au sens, au niveau du vocabulaire, mais effectivement, on continuera à vouloir se divertir dans la voiture et donc à écouter de la musique, mais peut-être à utiliser d'autres sources de divertissement. Tout est envisageable, et de toute façon, Pioneer et les ingénieurs de Pioneer veillent à suivre ces évolutions. Alors le MP3, bien sûr, ce qu'on peut écouter sur son téléphone, c'est très pratique, hein, on l'emmène partout. Après, les puristes, parce qu'il y a aussi des puristes qui sont très exigeants au niveau du son, et là, ceux-là, il leur faut autre chose comme solution au niveau de l'audio. Tout à fait. Alors, c'est vrai que souvent, on pense à changer l'autoradio d'origine, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est haut-parleur et le caisson de basse. Alors, c'est vrai que caisson de basse, comme ça, tout de suite, on pense au tuning. À des concours de tuning, j'allais dire. Mais pas forcément. Les voitures qui sautent directement sur place. Parce que tout le monde a fait l'expérience en roulant. Les bruits de roulement, souvent, détériorent la qualité d'écoute. Et c'est pour ça qu'on est obligé de surjouer les basses pour avoir une qualité d'écoute proche de ce qu'on a dans son salon. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on propose des solutions miniaturisées qui permettent d'avoir une qualité d'écoute absolument remarquable. Et donc c'est vrai qu'au-delà de l'autoradio, il y a aussi tous les périphériques, tels donc que le haut-parleur et le caisson de basse. On a même des solutions d'ampli où vraiment on passe d'un autoradio basique à une scène d'écoute qui est vraiment, je dirais pas proche de celle que vous avez dans un opéra, mais c'est vraiment, en tout cas, l'objectif c'est d'avoir quelque chose de proche de ce que vous avez dans votre salon. C'est vraiment la philosophie de Pioneer, c'est amener le divertissement à son meilleur. Alors, les fans, parce qu'il y en a dans le domaine de l'audio, comment ils vivent eux, justement cette transformation numérique? Les fans, on les voit là sur le mondial de l'automobile, ils sont très exigeants. Ils sont très exigeants parce qu'ils voient. Je veux dire, ils le vivent bien ou pas? Ils le vivent plutôt bien, c'est-à-dire qu'eux sont vraiment en quête de solutions novatrices pour pouvoir piloter ces nouvelles technologies, pour accéder à leur smartphone dans la voiture par exemple. Et il y a aussi toute cette population de personnes qui achètent des véhicules d'occasion, des véhicules parfois même très haut de gamme, mais dans lesquels ils se retrouvent totalement frustrés par rapport à la solution d'origine qui a vieilli et qui veulent remplacer par donc le numérique offre une nouvelle jeunesse. Tout à fait, c'est là que nous intervenons pour pouvoir donner un second souffle au véhicule, une deuxième vie au véhicule quelque part. Merci Tidjani Traoré. À suivre, un concept car qui se soucie de votre santé. Et nous recevons sur ce plateau Franck Vigo de Ségula Technologies. Bonjour. Bonjour.
Alors Ségula, on précise, c'est anciennement Matra Automobile dans une ancienne vie et c'est une société en pleine évolution, on va en parler dans un instant. Et vous présentez donc un concept car sur ce mondial de l'auto, il s'appelle Agora Pulse, Exactement. en quelque sorte une vitrine technologique. C'est exactement ça. Donc Ségula aujourd'hui est une société d'ingénierie de 10 000 personnes en forte croissance. Hein. Nous sommes une société française, mais qui exporte aussi son savoir-faire à l'international. Nous sommes présents dans 24 pays. Et nous aidons donc les constructeurs automobiles et les équipementiers à aller au bout de leurs rêves, à aller au bout de leurs projets, en les aidant notamment avec l'ensemble de nos forces de conception ou d'industrialisation. Alors, la meilleure façon de les aider, c'est aussi d'innover à leur côté. Donc, De faire un véhicule pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc on fait un concept car, déjà dans un premier temps, concept car Agora Pulse, donc qui est présenté au Hall 3 ici, et dans lequel ce concept car embarque un certain nombre d'innovations que nous proposons comme étant des briques technologiques. Alors justement, j'aimerais qu'on commence par l'ergonomie, parce que, alors on va voir quelques photos à l'écran qui montrent l'intérieur de ce concept car. Vous avez choisi par exemple la commande gestuelle pour remplacer les boutons, et même mieux d'un simple geste de tête, on peut piloter certaines fonctions. Exactement, mais c'est même le regard. En fait, il y a Donc 2 ans... le eye tracking, comme on dit. C'est exactement ça. Donc il y a 2 ans, nous avions proposé une invention qui s'appelle eSense. C'était la tablette qui prenait le contrôle du tableau de bord du véhicule. Et bien cette tablette, cette invention, aujourd'hui, elle a avancé aussi en fonction du temps. Et donc pour des raisons de sécurité, dorénavant, le conducteur ne quitte plus les yeux du pare-brise et dorénavant, il ne quitte plus les mains du volant. Donc il fallait quand même trouver Là, une vous êtes astuce. fidèle à cet engagement, les mains sur le volant, les yeux sur la route. Là, on ne Exactement. pourra pas vous prendre en faute. Hein. Non, et l'objectif est toujours effectivement de bénéficier, que l'innovation bénéficie aux conducteurs, et là aujourd'hui elle bénéficie dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité. Donc aujourd'hui la tablette s'éclate sur le pare-brise, donc effectivement pas dans le champ de vision du conducteur, mais sur les côtés, et l'ensemble des informations aujourd'hui interagissent directement sur la totalité du pare-brise. Alors, non ça veut pas dire quoi, simplement... je fais un clin d'œil, je change de station de Alors radio. justement, quand vous voulez interagir, cette fois-ci lorsque vous voulez donner un ordre à la voiture, et ben la souris entre guillemets est guidée par votre regard, et donc il y a un petit pointeur qui se déplace Elle comprend sur le que je pare-brise. regarde de telle partie du Exactement, véhicule. exactement. Et donc une fois que vous arrivez sur la bonne zone, avec la main vous appuyez sur la validation et vous passez d'une fonction à une autre fonction. Alors, il y a aussi des capteurs biométriques. Ça, c'est la grande tendance pour les années à venir. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de savoir comment va le conducteur, s'il va bien ou pas bien. Oui, la voiture permettra aujourd'hui, via des capteurs qui sont dans le dossier, de mesurer notamment l'électrocardiogramme, qui est facile à mesurer. Et donc le véhicule saura avant vous, avant même que le conducteur s'en rend compte, s'il risque un malaise ou pas. Et évidemment, le véhicule interagira avant que le conducteur s'en rende compte et pouvoir se garer et appeler le secours si nécessaire. Alors, la communication également est très importante. On a ce qu'on appelle le car-to-car, donc véhicules qui communiquent entre eux. Alors oui, le car-to-car, c'est comme son nom l'indique, c'est le véhicule à véhicule. Mais aujourd'hui, les solutions technologiques qui sont On proposées va plus loin. utilisent l'infrastructure extérieure pour communiquer. Donc c'est le véhicule communique à l'infrastructure communique à un autre véhicule. Nous, on propose une innovation où le véhicule communique directement avec l'autre véhicule en utilisant la technologie LiFi. C'est une technologie qui utilise la lumière, qui code la lumière pour passer d'un capteur d'un émetteur à un récepteur. Donc, c'est très rapide, évidemment. Exactement, c'est à la vitesse de la lumière, comme son nom l'indique. Et l'émetteur aujourd'hui est le feu arrière qui vous précède. Le feu arrière du véhicule vous code, vous envoie une information directement à la voiture et un capteur reçoit cette information, ce qui permet de communiquer en direct et surtout de chanter le fameux temps de réaction des conducteurs. Je prends un exemple en cas de freinage d'urgence. Le véhicule qui vous précède freine de façon urgente, envoie l'information en direct, donc à la vitesse de la lumière, au véhicule qui vous suit. Et le véhicule qui vous suit, évidemment, freine sans demander l'autorisation, évidemment, au conducteur. C'est presque Star Wars. Alors, un petit point pour terminer, parce que vous y tenez. Cette voiture, donc Agora Pulse, elle respecte l'environnement. Et elle communique même avec la chaudière. Alors, avec le ballon d'eau chaude, exactement. Ah ouais, alors, je fais un raccourci rapide, mais enfin bon, expliquez-nous ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, le véhicule aujourd'hui, nous travaillons aussi dans le domaine des réductions des émissions de CO2. Et pour aller plus loin, nous avons regardé le véhicule avec son environnement. Et le véhicule peut être bienfaiteur pour son environnement une bonne fois. Tout simplement, aujourd'hui, le véhicule produit de la chaleur. Et malheureusement, il le rejette dans l'environnement. Nous, on capte cette chaleur dans un accumulateur de chaleur avec une technologie bien précise. Et cet accumulateur, lorsque vous rentrez chez vous, à la maison, vous connectez la voiture, cette fois-ci pas pour la charger, mais pour la décharger. Vous la connectez sur le réseau d'eau chaude et il vient réchauffer le ballon d'eau chaude.
Si vous faites ça tous les jours, un ballon d'eau chaude de 200 litres peut être chauffé avec uniquement 30 km de transport au niveau de la voiture. Si je fais au moins 30 km par jour, Voilà, vous chauffez c'est un ballon bon, d'eau chaude. c'est bon pour ma facture finalement d'énergie. Oui, vous économisez, si vous faites tous les jours, vous économisez à peu près 500 € pour un particulier. Si tous les Parisiens le font avec les bus, les voitures et autres, vous imaginez les économies, et cette fois-ci d'énergie, que l'on peut avoir pour une ville comme Paris. Merci Franck Vigo. On parle dans un instant d'innovation sous l'angle des startups. Alors vous le savez, le parti pris d'Autotechno, c'est d'inviter une start-up tous les jours, et nous le ferons encore dans cette émission bien sûr, mais j'ai voulu aussi consacrer à ces jeunes pousses un débat. Pourquoi? Parce qu'il y avait hier l'Innovation Forum au Mondial, et aussi parce que les constructeurs équipementiers mettent en avant sur leur stand ces nouveaux partenaires. Nos invités du jour, avec Eric Poiton, directeur général de la PFA. Bonjour. Plateforme filière automobile et mobilité. Nous avons une start-up. En même temps, c'est un peu normal, on fait une mission sur les startups, c'est bien de faire venir une jeune pousse. Christophe Pagési, donc vous êtes le dirigeant. Directeur général de Prove and Run. Prove and Run. Donc, Prove and Run. c'est ça la sécurité informatique, on en parlera dans un instant. Exactement. Marc Charlet, directeur général du pôle Moveo, c'est un pôle de compétitivité, l'un des 4 pôles sur l'automobile. Et pour la maison, bonjour. Bonjour Laurent. Oui, j'avais pas oublié. Et pour la maison BMW, Vincent Costet, bonjour. Laurent. Vous êtes en charge du marketing et on parlera tout à l'heure du Tech Date, l'appel à start-up qui a été fait. Mais voilà, on découvre pendant qu'on se parle les images de l'Innovation Forum d'hier. C'était juste à côté d'ailleurs de ce studio. Donc il y a eu bien sûr des start-up. On a parlé de nouvelles mobilités avec beaucoup d'experts du digital qui sont venus. Et puis il y a 4 jeunes pousses qui ont reçu des prix. Par exemple Smart Up Cities qui est dans l'Internet des objets. Faraday Motion qui propose un hyperboard, un skate électrique imprimé en 3D, c'est presque l'engin de transport de retour vers le futur, de Marty. Evercharge qui fait de la recharge intelligente pour les véhicules électriques. Et puis Bzartech qui fait de l'impression 3D sécurisée. Alors, un premier tour de table, parce que je pense que vous avez entendu parler tous de cette manifestation et vous étiez certainement même partie prenante. On commence par vous, Eric Poiton. C'était une bonne chose de faire ce forum ici au Mondial? Une très bonne chose, Laurent, il n'y a pas de doute. De mettre en avant cette dynamique d'innovation est important. C'est un effort de la filière automobile au global et elle s'est fortement impliquée hier. Et elle continuera à s'impliquer puisque ce soir nous allons remettre des trophées. Dans ces trophées, il y aura des trophées de l'innovation, du partenariat client-fournisseur qui est important dans le monde dans lequel nous entrons. Et dans ces trophées, parmi les 7, il y aura 2 entreprises récentes, une sur les logiciels de contrôle et une sur les prototypages virtuels. Et c'est tout à fait important de continuer cette dynamique-là. Autre réaction, Marc Charlet? Bien sûr, c'est important de mettre en avant ces startups, cet écosystème d'innovation qu'on voit autour de la mutation de notre industrie automobile vers une industrie automobile plus propre, plus efficace, plus connectée, plus autonome. Donc oui, bien sûr, nous animons chez Moveo cet écosystème d'innovation. Nous accueillons tous les ans une vingtaine de startups en plus comme membres du pôle que nous accompagnons justement dans cette relation avec les grands comptes et avec tous les acteurs de l'écosystème pour les aider et accélérer leur mise sur le marché. Vincent Costet, BMW a un stand extraordinaire. Cette année, vous avez pris tout le rez-de-chaussée du hall 5. Il y a vraiment tout. Il y a la performance, mais il y a aussi la technologie, l'électromobilité. Et donc, les startups, c'est pareil, vous leur faites une petite place aussi. Effectivement, nous avons accueilli hier toute la journée les startups avec qui nous avons été en contact au printemps. Nous avions organisé le Tech Date, donc, qui est un concours de startups. L'idée est de promouvoir aussi l'excellence de ces startups françaises auprès de notre groupe en Allemagne. Ouais, et on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Christophe Pagési, vous aviez entendu parler de ce forum d'innovation du mondial et généralement, il y a beaucoup d'événements qui se font ces derniers temps sur le thème start-up et automobile. Alors, je n'avais pas entendu parler de celui-là spécifiquement. J'avais entendu parler, par exemple... Dans 2 ans, on fera en sorte que les contacts se fassent. On n'est pas au courant de tout et on est toujours limité par les 24 heures de la journée et on n'a pas des capteurs dans tous les sens. Mais j'avais par exemple entendu parler des BMW Tech Date. Donc, il y a un certain nombre d'événements.
il peut qu'on en rate quelques-uns, mais c'est de façon générale, ce sont des événements C'est positifs. plutôt un bon signe qu'on envoie aux créateurs d'entreprise. Ce sont des événements positifs. Les startups ont besoin de visibilité parce que c'est très compliqué. Ça va dans les deux sens. Hein. C'est très compliqué pour les startups de bien comprendre et d'accéder aux grands groupes. Ça, c'est dans le sens start-up vers les grands groupes. Et pour les grands groupes, de bien comprendre quelles sont les innovations qui sont générées à l'extérieur du groupe. Chacun aussi est concentré sur son sujet. Et donc, ce sont des plateformes qui permettent d'échanger ou d'avoir cette visibilité réciproque entre les grands groupes et les start-up. Donc, c'est très favorable. C'est un peu le rôle de la PFA, finalement, de donner de la visibilité sur les grandes évolutions et en disant, voilà, les constructeurs travaillent sur telle piste, tel domaine, et voilà quels sont leurs besoins. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on fait à travers le déploiement des roadmaps R&D, dans lequel nous avons la participation des pôles pour aussi avoir toute la richesse de l'ensemble de l'écosystème. Et c'est à travers ça que nous avons maintenant une institution à la PFA. Nous mettons en lien les besoins des grandes entreprises en termes de briques technologiques à développer et les idées innovantes de PME et de start-up agiles. Donc en 12 mois, nous avons mis en contact les grands groupes avec 75 PME, dont 15 startups. Et aujourd'hui, nous avons sur ces 75 entreprises, donc PME ou startups, 6 commandes entre grandes entreprises et PME ou startups. Et nous avons 13 manifestations d'intérêt, c'est-à-dire des grandes entreprises qui sont dans des discussions serrées et confidentielles avec des startups et PME. Donc oui, c'est la mission de la PFA et on s'appuie sur les pôles de compétitivité parce que l'important, c'est d'embarquer l'écosystème des régions automobiles françaises et toute la France est couverte par l'industrie automobile. Alors on abordera plus tard le côté écosystème. Oui, peut-être un petit mot, Monsieur Pagési. Non. Bon, tout à l'heure alors. On va donc revenir sur l'événement d'hier parce que de façon concomitante à l'Innovation Forum, il y avait donc cette conférence chez BMW. On va découvrir en images ce qui se passait hier chez vous, car vous avez fait venir en fait le patron du Startup Garage, donc Grégoire Guimy, qui est venu de Munich et donc qui a expliqué un petit peu quelle était sa vision par rapport au partenariat avec les startups. Effectivement, le Startup Garage est une solution tout à fait originale. L'idée du groupe, en fait, c'est d'avoir un point d'entrée pour les startups. C'est toujours compliqué pour une startup de savoir à qui s'adresser, de trouver rapidement quelle est la bonne personne. Et surtout, il y a souvent beaucoup d'étapes avant d'accéder aux décideurs. Le rôle du Startup Garage est d'accélérer en fait ce trajet au sein du BMW Group pour directement mettre en contact, identifier les bonnes startups et la mettre en contact avec la bonne personne. Et nous, en France, donc, nous avons été le relais quelque part de ce Startup Garage pour faire cette présélection des candidats, des bons dossiers. On a organisé Il y en a eu 80 quand même en tout. Voilà, 80 dossiers, 20 finalistes et un jury d'experts français et aussi donc, du BMW Group qui ont désigné 3 lauréats qui sont allés à Munich au Startup Garage il y a une quinzaine de jours et qui ont eu la chance, l'opportunité de rencontrer les bons interlocuteurs dans leur domaine de compétences. Alors ce qui est formidable quand même, c'est que c'est la première fois que BMW fait ça, et ils font ça en France. Alors c'est vrai qu'on est assez fiers chez BMW France d'avoir initié cette démarche qui a été clairement identifiée dans le groupe comme étant une démarche vraiment intéressante qui sera éventuellement reprise par d'autres marchés. Alors Marc Cherlet, le pôle Moveo, a apporté sa contribution à cet événement. Oui, tout à fait. On était très fiers d'être identifiés par BMW comme un acteur important de l'écosystème, donc comme un promoteur du Tech Date. Ce qu'on a fait en partenariat donc, avec BMW, j'étais membre du jury et on a réussi à mobiliser certaines de nos PME. Sur les 3 lauréats, 2 sont membres de Moveo et ont eu l'information grâce à Moveo. Donc on est très fiers d'accompagner les constructeurs dans cette démarche d'open innovation. On accompagne aussi les startups et les PME parce qu'il faut les préparer au pitch, il faut les préparer à rencontrer le constructeur. Il faut savoir se vendre, c'est ça. Il faut savoir se vendre. On n'a que 3 minutes pour se vendre, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. On avait donné 5 minutes, plus 5 minutes de questions-réponses, donc ça va extrêmement vite. Oui, puis c'est des questions sur les points techniques, j'imagine. Oui, les points techniques, la solidité de l'entreprise, le degré d'innovation. Donc il faut être prêt pour répondre à toutes les questions. Christophe Pagési, je crois, voulait dire quelque chose.
Oui, c'est toujours très difficile pour une start-up d'expliquer. C'est comme au journal de 20 heures. Vous devez expliquer comment résoudre Là, le vous voyez, chômage. sur ce plateau de TV, c'est une Comment- façon de répéter le 20 heures. Si un jour vous Comment êtes résoudre le invité, chômage on vous aura en aidé. 2 minutes, vous voyez. Donc vous avez beaucoup de sujets très complexes et vous essayez, c'est toujours un exercice très contraignant pour les startups, d'expliquer les apports de leur technologie. On est généralement dans des domaines relativement complexes, en couvrant, je dirais, tous les bénéfices où il faut aller dans les détails. Tout ça en 2 minutes, tout en gardant l'attention de l'auditoire et en couvrant l'ensemble des aspects annexes, mais qui sont tout à fait importants. Ouais. Ça veut dire qu'il faut à la fois avoir la bonne techno et être un bon communicant aussi, quelque part. Mais je Absolument. crois que les ingénieurs s'intéressent quand même à la technologie avant tout, non? Oui, et dans le cadre du Tech Debt, l'idée aussi c'était de bien préparer à l'avance, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas simplement en 5 minutes les startups se présenter. On avait bien étudié avec eux la manière de présenter leurs éléments, et aussi on avait préparé pour nos jurys et toutes les personnes qui allaient faire la sélection un book où on décrivait effectivement toute technologie, ce qui permettait à l'avance finalement de connaître un petit peu mieux les différentes startups, de préparer les questions, que l'échange soit bénéfique et efficace pour tout le monde. Alors, on a vu hier les 3 lauréats, hein, et ils ont donné quelques anecdotes parce qu'ils ont passé une semaine à Munich et apparemment ça a été enrichissant. Oui, on a essayé de cumuler, on va dire, l'utile à l'agréable. Donc évidemment des rencontres très business avec les équipes de développement dans les différents domaines de compétences, aussi également avec les équipes marketing, comprendre un petit peu quels sont les messages, les tendances, les innovations sur lesquelles on souhaite le plus avancer. Et également on leur a fait découvrir, on va dire, l'univers BMW à travers la visite de notre BMW Welt, du musée, et puis c'était aussi l'Oktoberfest à Munich, donc c'était l'occasion, voilà, de découvrir tous les charmes de la Bavière. Bon, en France, on a le Beaujolais nouveau, mais c'est au mois de novembre. Enfin bon, c'est moins, c'est moins glamour. Et la question qui se pose, c'est la suite. Quelle suite peut être donnée finalement à... Bon, il y a eu cette sélection, il y a eu des échanges. Qu'est-ce qui va se passer a priori maintenant? Alors, l'idée, clairement, à travers le Startup Garage, ce n'est pas de racheter ces entreprises, ce n'est pas d'investir dans ces entreprises. C'est d'essayer de trouver des points de collaboration. Des points de collaboration, et pour nous, l'intérêt, c'est d'être quasiment l'un de leurs premiers clients. L'idée, c'est qu'on puisse gagner du temps, pouvoir intégrer une technologie rapidement de nos véhicules. Donc c'est vraiment ce gain de temps qui est l'objectif essentiel pour nous. Et donc pour ça, ça va être donc un travail de collaboration, comme vous le dites, entre nos équipes de développement et ces startups. Alors, question que j'ai envie de poser à Marc Charlet et à Eric Poyton. Bon, c'est très bien que BMW vienne faire un appel à startup en France. On aurait pu se dire que Renault et PSA, ou l'un de ces 2 constructeurs, auraient pu faire la même chose. Ils le font. Nous organisons pour eux ce qu'on appelle le Challenge Open Innovation. On l'a fait avec Renault, on l'a fait avec PSA, on le fait aussi avec les équipementiers, on l'a fait avec Continental et Faurecia. Donc c'est un petit peu sur la même base, hein. On identifie pour eux des startups qui correspondent à leurs besoins technologiques. On fait une session de pitch et ensuite on organise des rendez-vous B2B avec les bons experts. On pourrait aller plus loin en prenant l'exemple de BMW, en accompagnant ça aussi par un petit peu de sessions agréables, comme on dit. Mais oui, les constructeurs et équipementiers français... L'Oktoberfest maintenant se délocalise à Paris aussi. En complément de ce qu'a dit Marc, donc, les grands groupes investissent sur le sujet, puisqu'on connaît bien le Business Lab de PSA, on connaît tout ce que fait Renault en participation au capital des startups. On a vu sur le stand Faurecia la mise en valeur de plusieurs startups avec lesquelles ils travaillent, le fonds capital risque de PSA. Et puis je voudrais citer aussi ce que font des entreprises dont on parle moins, qui sont les entreprises de taille intermédiaire, avec des accélérateurs. On connaît Accendus chez Electric Field, il y en a d'autres. C'est quand même un gros investissement pour poursuivre ce qui se fait derrière les pitchs et concrétiser avec cette notion d'être le premier client et le client préféré, puisque l'innovation, c'est une histoire d'être devant. Donc tout à fait, les grands groupes sont très impliqués sur le sujet. On va s'intéresser à notre start-up qui est sur le plateau. Pour Proven Run, donc vous faites des pitchs, vous aussi, dans quel cadre? Alors on est une start-up un peu originale parce qu'on n'a pas de problème de financement à ce jour, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir résolu ce problème, et en tout cas il ne se pose pas dans les médias. Donc on ne fait pas tellement de pitch à des besoins, pour des besoins de levée de fonds, ce qui est quand même une problématique souvent des start-up, parce qu'elles doivent quand même assurer leur pérennité financière.
On fait quelques pitchs de temps en temps, effectivement, dans des concours de détection de start-up. Ça a été le cas récemment, par exemple, pour un concours vers les États-Unis. Alors, avec, on a participé, par Ubimobility exemple, France. avec UbiFrance. On a été sélectionné par UbiFrance pour participer à un tour des constructeurs et des équipementiers américains. Donc, on a participé pendant une quinzaine de jours à un ensemble on a visité l'ensemble des acteurs importants de la chaîne de la valeur. Et là, il s'agissait chaque fois, effectivement, de faire un pitch où, en 5-10 minutes, expliquer exactement ce qu'on faisait, pourquoi on était là, pourquoi on avait été sélectionné et qu'est-ce qu'on pouvait apporter. Alors, bien évidemment... Et là, vous faites un pitch au pays de ceux qui les ont inventés. Hein, quand même. Alors, on fait un pitch au pays de ceux qui inventé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sorti de ces 15 jours avec un certain nombre de discussions engageantes avec un certain nombre d'acteurs et une bonne ouverture des acteurs américains vis-à-vis de nos technologies et une concrétisation tout à fait réelle. On a maintenant des engagements commerciaux avec certains de ces acteurs à la suite de cette tournée. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que donc la French Tech, quelque part, est appréciée en Allemagne, puisque BMW a répondu oui. Et donc, même aux États-Unis, finalement, c'est une question qui est ouverte un peu à tout le monde ici. Hein, Alors, il y a une forme de reconnaissance. La French Tech, il faut... en France, si vous avez un tissu de PME technologique absolument extraordinaire. D'abord, pour des raisons... il y a des raisons structurelles. D'abord, vous avez de très bons ingénieurs en France, vous avez des formations de très haute qualité, et vous avez des mécanismes de financement de la R&D qui sont tout à fait compétitifs. C'est-à-dire que s'il y a un endroit au monde où vous voulez faire de la R&D, il faut venir en France. Vous avez le mécanisme du crédit d'impôt recherche qui est extrêmement favorable. Vous avez des formations, comme je vous l'ai dit, des ingénieurs de très haute qualité. C'est d'ailleurs ce qu'a dit hier Grégoire Guimy, le patron du Startup Garage, parce que la question lui a été posée, et c'est ce qu'il a répondu. Voilà. Oui, il reconnaissait effectivement la très grande qualité des entreprises françaises, des ingénieurs. Et d'ailleurs, les startups françaises représentent le 3e contingent des startups accueillies dans le cadre du garage depuis plusieurs années. Alors, elles ont, en qualité technologique, vous avez des choses absolument extraordinaires en France. On a des déficiences dans la capacité à lever des fonds, dans l'industrie du financement. Donc, les startups françaises ont du mal à passer à l'échelle du fait du financement, mais en qualité sur des sociétés relativement jeunes et très technologiques, moi je pense qu'on est meilleur que les Israéliens, meilleur que les Américains et meilleur que beaucoup. C'est-à-dire que vraiment il y a un tissu... Encore faut-il le faire savoir. Non, mais c'est pour ça que je le dis. Il y a un tissu absolument remarquable de R&D, de start-up technologiques en France. Et ça se voit dans des pôles de compétitivité, ça se voit au sein des instituts de recherche technologique. Vous avez aussi tout un tissu, une infrastructure d'accompagnement de ces startups technologiques en France qui est très, très élaborée, qui fonctionne. Alors après, tout n'est pas rose dans le monde. Hein, et, je vous citais la difficulté derrière à avoir une vraie industrie du capital développement et du capital risque pour accompagner ces startups. Mais en tout cas, les grands groupes peuvent trouver de la technologie en France. Alors, question pour Marc Charlet, parce que donc on a des compétences dans l'Hexagone et ceux dans toutes les régions. Ces startups, elles viennent à vous, c'est vous qui allez les chercher, comment ça se passe ? Bon, il y a les deux. Hein. Elles viennent à nous parce qu'elles entendent parler du pôle, et nous, on va les chercher parce qu'on les identifie comme pouvant apporter des solutions pour résoudre les challenges de la mobilité du futur. Donc elles viennent à nous pourquoi ? Pour qu'on les aide à chercher du financement, justement, du financement public, à travers les projets de R&D, à travers les aides de l'ADEME, des investissements d'avenir, du Fonds unique interministériel. Mais elles viennent à nous aussi pour chercher du financement privé, puisqu'on a mis en place des outils d'accompagnement vers la levée de fonds. On a un label même pour certifier la qualité d'un dossier d'une PME qui demande des fonds. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est les groupements finalement de PME que vous faites, parce que donc quand on est petit, si on se met à plusieurs, on devient plus gros. Exactement, les pôles sont reconnus pour la R&D collaborative, et nous on développe un autre axe qui est le business collaboratif, en disant vous êtes des PME, des startups très innovantes, mais vous avez une spécificité très forte, mais vous êtes trop petites. Donc on vous encourage à vous associer avec d'autres startups, d'autres PME qui sont sur la même thématique que vous, de manière à offrir une chaîne de valeur plus importante et donc accéder à des marchés
auxquels vous n'auriez pas accès si vous étiez resté tout seul. Ça intéresse beaucoup les grands groupes qui se disent, bah oui, j'ai pas 5 petites PME à aller chercher pour la spécificité, j'ai un groupement de PME qui ressemble virtuellement à une entreprise de taille intermédiaire qui peut m'apporter une solution clé en main. Et donc nous, on anime ça, en effet, on anime ces groupements de PME, on s'occupe de construire avec eux la stratégie, de les accompagner sur leur visibilité, leur communication. Un mot quand même sur votre spécialité, parce que bon, vous êtes dans la sécurité informatique. Qu'est-ce que vous proposez ou pourriez proposer justement aux acteurs de l'automobile ? Alors nous, on travaille dans la cybersécurité. Comme vous savez, les véhicules sont connectés. Et de fait qu'ils soient connectés, ils peuvent être soumis à des attaques de gens malveillants, ce qu'on appelle les hackers dans la vulgate technique. Et nous, ce qu'on va fournir, on va fournir des solutions qui vont permettre de rendre les choses extrêmement difficiles pour le hacker. Alors, pourquoi c'est important ? C'est important parce que la voiture devient connectée et même hyper connectée. La voiture, quand elle va devenir autonome, est en hyper connexion avec son environnement. Et donc, elle doit continuer à opérer de façon sûre, malgré le fait qu'elle soit hyper connectée et malgré le fait que vous ayez des gens malveillants qui pourraient s'amuser à détourner l'usage du véhicule et à le faire de façon massive et de façon groupée. Alors c'est des problématiques qui ont été démontrées par des chercheurs et on sait très bien qu'il y a des acteurs malveillants qui se mettent, c'est un peu une course contre la montre entre les gens qui veulent faire fonctionner les choses normalement. Que si vous progressez, eux-mêmes, de toute façon, auront la technologie pour se mettre. Alors, il faut pas baisser les bras. Heureusement, les choses ne sont pas comme ça. Vous avez une obligation de faire les choses le mieux possible, d'accord, et à rendre les choses tellement difficiles pour leur rendre la vie suffisamment compliquée pour qu'ils passent à un autre sujet et qu'ils aillent s'intéresser à planter leurs choux ailleurs, si je puis dire. Les hackers ne le font pas simplement pour la gloire, ils le font avec une rationalité économique. Et donc, il faut faire en sorte que ça devienne irrationnel économiquement pour eux de le faire. Et voilà, c'est ça l'enjeu. Le mot de la fin, Éric Poyton, donc on voit que l'innovation, bon, c'est dans tous les domaines, hein, y compris l'usine du futur, parce que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Mais cette dimension logicielle, il faut aussi quelque part l'intégrer dans la chaîne de valeur. Oui, tout à fait. Et l'intégrer depuis le process industriel et la supply chain jusqu'à la prévente, c'est tout l'enjeu. Et dans un mode de travail qui fait qu'il faut un vrai architecte de la solution globale et que derrière ce soit construit comme une maison avec un architecte qui soit impliqué du début jusqu'à la fin. Voilà, et c'est un nouveau mode de travail, c'est plus que de la collaboration, c'est vraiment l'entreprise automobile, l'entreprise étendue de l'automobile. Et la chance de l'automobile, c'est que c'est un secteur qui a des objets connectés dans le process, mais son produit est lui-même un objet connecté. Donc inventons cette entreprise étendue avec des startups, nos grands groupes, des financeurs, etc. C'est passionnant et bienvenue à toutes les compétences. Merci à tous pour ce débat. On enchaîne avec notre expert du jour. Merci Jean-Pierre Cornu d'être présent, Jean-Pierre de SIA Partners. On va parler finalement de logistique, parce que pendant tous ces derniers jours, on a parlé beaucoup de voitures électriques, beaucoup de voitures hybrides rechargeables, et c'est vrai qu'il y a les voitures, mais il y a aussi les utilitaires, il y a aussi d'autres moyens de transport, et ça, tu voulais nous en dire quelques mots. Oui, je pense qu'effectivement, la problématique de la logistique urbaine et du transport urbain en général, que ce soit les passagers ou les marchandises, est une problématique qui n'est pas vraiment traitée dans les médias et dans le grand public. Pourtant, elle est essentielle. Quand on prend les chiffres de base, on se rend compte aujourd'hui que tous les véhicules utilitaires utilisés en ville, à l'exception de quelques pionniers, sont des véhicules diesel. 97% des 4500 autobus de la RATP sont diesel et seulement 60 sont Euro 5 et Euro 6. Donc on voit bien qu'en termes de contribution à la pollution, à l'émission de gaz à effet de serre et aux nuisances sonores, les transports publics comme la logistique contribuent
très largement et avec une visibilité beaucoup plus forte que celle des voitures individuelles. Et c'est pas forcément eux qu'on pointe du doigt lorsqu'il y a des pics de pollution, par exemple. Absolument. On est un peu archaïque là-dessus parce que on est très tributaire de l'alimentation, des supermarchés, des supérettes. Il faut nourrir les villes. Il faut prendre conscience que 50% de la population va vivre dans les villes en 2030 sur la planète. C'est des gens qui font des courses. Voilà, qui ce sont vont des gens manger. qui se nourrissent, qui se soignent. Donc il faut s'occuper d'eux. Et il faut s'occuper d'eux avec une logistique fluide et fiable. D'où tout l'intérêt de réfléchir à une rupture dans les méthodes de pensée. Comment faire pour avoir des véhicules non polluants, non bruyants? Alors évidemment, on pense au biogaz, on pense à l'hydrogène, on pense à l'électrique. Comment faire pour transporter les passagers de façon confortable, sûre, prédictible, avec des véhicules électriques? Là encore, la RATP a un plan extrêmement ambitieux pour 2025 pour avoir 80% de bus électriques et 20% de bus au biogaz. La ville de Copenhague, par exemple, a banni le diesel de son environnement. Donc on voit bien qu'il y a, pour les constructeurs, pour les équipementiers, un marché colossal, mais aussi beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, beaucoup d'intelligence collective à mettre en œuvre pour résoudre esthétiquement et intelligemment ces problèmes. Alors sur une ville comme Paris, donc bon, il y a effectivement ce plan de la RATP, il y a aussi une incitation pour que les artisans, les professionnels se convertissent leur véhicule à l'électrique. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la démarche? Moi je pense que le véhicule électrique utilitaire, petit utilitaire type Kangoo, pour le citer, puisque Renault a été pionnier dans ce domaine, est quelque chose d'absolument essentiel. Il est très approprié. Faible kilométrage, essentiellement urbain, retour systématique à la base, donc on est dans des ordres de 120, 150 km par jour au grand maximum, donc c'est parfaitement approprié à un véhicule électrique. Alors les incitations, oui, bien sûr, pour baisser le coût d'accès, mais aussi un peu de coercition. Je pense qu'il y a un moment ou un autre, il va bien falloir que tous les industriels, les artisans, tous les gens qui rentrent en ville pour travailler prennent conscience qu'en ayant des engins mieux adaptés à leur mission et à l'environnement, ils auront une image beaucoup plus positive dans l'opinion et ils feront du meilleur business. Alors très rapidement, tu as peut-être vu que Mercedes avait présenté il y a quelques semaines un utilitaire du futur, électrique, autonome et avec des drones pour faire la livraison du dernier kilomètre. Ouais. Oui, moi je crois qu'il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Mais sincèrement, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'opération de Lyon Presqu'île avec Navia qui fait... Navette autonome et ils sont exposants mondial. Voilà, qui fait rouler une navette autonome. Je pense que dans le transport de passagers en site propre, la navette autonome a un avenir extraordinaire, mais j'attends beaucoup aussi d'expérience de la logistique autonome. Jean-Pierre Cornu, merci. Dans un instant, on parle de routes connectées. Il a pris la route de Bretagne ce matin pour être ici en direct, Port de Versailles. Merci Guillaume Grelot. Merci à vous, merci de votre invitation. Vous êtes directeur de projet chez Neavia. Bon, vous avez fait 3 heures de route, 3h30 même, pour venir... De mobilité. Ouais, de mobilité, pour venir donc de Côte-d'Armor. Et vous êtes venu avec une balise, parce que c'est le thème de l'innovation dont on va discuter. Donc Neavia est une start-up et elle fait des balises connectées qui dialoguent avec les véhicules. Exactement. Alors, donc, effectivement, Neavia, on est une start-up et on a eu l'occasion d'être intégré par le groupe, notamment Lacroix, très récemment. Donc on complète leur offre de mobilité autour de dispositifs intelligents qu'on place le long de la route. Donc globalement, nos trois types de produits, c'est des balises de mesure de temps de parcours, c'est qui va vous permettre d'aider. Ça, c'est pour les opérateurs de trafic. Exactement, mais pas seulement. Typiquement, aujourd'hui, vos applis mobiles, elles sont alimentées par tout un tas de capteurs. En fait, on est un peu le back-office, je dirais, technologique de la route. On est très rarement visible et tous ces capteurs vont alimenter des applis mobiles pour améliorer la mobilité des usagers. Alors, ce qui est important, c'est que je le disais, maintenant, les balises sont connectés avec les véhicules. Il y a un projet qui s'appelle Scoop et qui va donc justement permettre de déployer des balises sur 2000 km d'infrastructure. Ça a commencé cet été en Bretagne. Exactement, oui, c'est un projet très ambitieux. Je dirais la France a pris vraiment la mesure
du déploiement des systèmes intelligents le long des routes, et on déploie effectivement ce type de produits le long des routes. C'est des produits qui vont permettre en fait de pousser de l'information vers les véhicules, récupérer de l'information aussi des véhicules. Je dirais pour l'usager, ça se traduit de façon différente. Quand le système sera dans sa voiture, parce que pour l'instant, ça marche avec des prototypes des constructeurs automobiles. Exactement, les 3000 premiers véhicules de PSA et de Renault qui fournissent les véhicules. Et on est en train aussi d'équiper tous les patrouilleurs, les véhicules de service des routes pour pouvoir monter différents cas d'usage, pour les prévenir en cas de travaux, etc. Donc de façon localisée, on a les bouchons, les accidents, tout ce qui peut être événement météo aussi. Exactement, on va avoir globalement tout ce qui va nous aider dans la conduite. On va localiser effectivement un accident précisément, pouvoir anticiper par rapport à ce qu'on a sur les systèmes d'aide à la conduite traditionnels. On va avoir des informations sur le GPS directement qui vont s'afficher et pouvoir anticiper ces situations-là. Alors des balises comme ça, il y en a en région parisienne aussi. Effectivement, pour tous ceux qui sont venus au Mondial au travers de la 4, la 118, les autoroutes parisiennes sont en train d'être équipées. Dans les bouchons, ils auront le temps de regarder demain matin. Écoutez, oui, je vous les invite à regarder parce que c'est ce que je dis, on fait des produits, ils sont rarement visibles, hormis le bout de chaîne qui est sur les données. Donc effectivement, s'ils lèvent un peu les yeux, ils verront ces balises. Alors, blague à part, la cybersécurité a été prise en compte en amont pour ce genre d'équipement. Oui, c'est un peu tout à fait. C'est un sujet très important, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que la France a pris la mesure du sujet, puisqu'on travaille sur des systèmes en fait d'échange de clés techniques pour pouvoir sécuriser les données. C'est un point qui est particulièrement important et qui est fortement défendu par la France sur cette thématique-là. Et on est obligé d'intégrer effectivement des mécanismes de protection, de sécurisation de la donnée au sein de ces équipements, et pour caractériser les échanges entre les véhicules et l'infrastructure. Alors ces balises, on les trouve en France. Il y a aussi d'autres pays qui se lancent dans l'équipement. Complètement, c'est une mouvance qui est mondiale. Tous les continents sont sur cette thématique. Tous les constructeurs qu'on voit ici proposent des solutions V2X. Et typiquement, nous, ça nous amène en Europe. V2X, c'est le véhicule qui communique avec X, c'est-à-dire en fait tous les objets connectés, quoi. Exactement, les objets connectés, donc ça va être de l'infrastructure routière, donc ça va être des contrôleurs de feu intelligents, des panneaux à LED que vous voyez le long de la route qui vont être intelligents, qui sont s'afficher sur votre GPS. Donc c'est ces dispositifs-là, et on les retrouve, je vous dis, ça nous a emmené en Suède, en Allemagne, il y a des corridors en fait qui sont en train de se monter de services connectés sur les routes. Voilà, après la question qui se pose toujours, c'est qui va faire l'effort d'installer ces balises, parce qu'il y a un coût. Alors opérateurs d'autoroute, gestionnaires, l'État peut-être pas trop, mais ça peut être des collectivités. Non, il y a un vrai effectivement business model à élaborer autour de ces dispositifs. Faut savoir qu'effectivement, on est aussi sur des équipements qui garantissent aussi la sécurisation des données. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est l'arrivée du véhicule autonome. On en parlait sur les problématiques de dernier kilomètre. Pour assurer les déplacements des véhicules autonomes, il y a besoin d'une numérisation de l'information d'une façon générale, et je dirais cette problématique-là, elle s'impose à toutes les villes qui vont vouloir accueillir ce type de navette. Bon, en tout cas, quel parcours, parce que je vous connais, Neavia, depuis quelques années, et donc enfin, je dirais, ça commence, la route connectée, à devenir une réalité depuis le temps qu'on en parle. Pour nous, ça se concrétise effectivement très très fortement. Donc c'est formidable. On est vraiment sur une dynamique très très forte. Et je pense que ça va nous emmener loin. On a pas mal d'objets connectés encore à vous proposer d'ici là. Merci Guillaume Groslo. On termine avec la dernière rubrique de cette émission. Et c'est un concept étonnant et spectaculaire que Citroën nous présente avec C-Experience. Il préfigure une berline haut de gamme avec un confort de haut niveau et beaucoup d'innovation. Mais si on en parle dans la Minute Verte, c'est parce que c'est une hybride essence rechargeable. La C-Experience peut rouler en mode électrique pendant 60 km en ville grâce à sa batterie de 13 kWh, une batterie qui se recharge en 2h30 en mode rapide. Et sur la route, le moteur électrique de 80 kW fonctionne de concert avec un moteur essence. La puissance cumulée atteint jusqu'à 300 chevaux. Et l'une des innovations de ce concept, c'est une boîte de vitesse automatique électrifiée à 8 rapports, positionnée entre le moteur thermique et le moteur électrique. Mais grâce à l'architecture retenue, avec une batterie compacte sous l'habitacle, eh bien, l'habitabilité des passagers et le volume du coffre sont préservés.
Voilà, c'est terminé pour Autotechno. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, avec notamment un débat sur la sécurité routière. Peut-on parvenir au zéro mort? J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 17h pour On refait le mondial. Salut à tous.